Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de l'enseignement à distance. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour aborder le premier chapitre du roman « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Alors, la séquence 1, c'est la séquence qui concerne l'incipit. Et bien sûr, l'activité de lecture, ça va concerner le chapitre numéro 1. Alors, le chapitre 1, ça va constituer l'incipit. Nous allons voir, d'après ce que vous voyez dans l'objectif, si le premier chapitre remplit bien sa fonction d'exposition. Nous essaierons de dégager les indices de l'énonciation et puis d'identifier les thèmes en présence. Surtout, voilà, c'est ça ce que vous allez remarquer avec moi, c'est le thème de l'idée de la mort et le thème de l'obsession. C'est le thème de la mort, bien sûr, mais l'idée de la mort et l'obsession du condamné à mort par cette idée. Bien, alors comme vous le voyez, notre étude s'articulera sur trois axes principaux. Le premier axe, c'est l'énonciation, c'est le relevé bien sûr des indices de l'énonciation. Le deuxième axe, ça va concerner une comparaison entre le passé libre du condamné à mort et le présent captif. Nous allons remplir le tableau suivant. Et puis par la suite, l'axe 3, ça va parler de l'obsession, bien sûr, de cette idée qui hante le condamné à mort tout au long de son monologue intérieur. Alors nous allons dégager le portrait de l'idée de la mort, et lorsque vous voyez portrait, il ne faut pas croire qu'on est en train de parler d'un personnage, mais d'une idée. Et nous avons vu que le fait de parler d'une idée comme étant une personne, c'est la figure qu'on avait appelée l'allégorie. Très bien. Alors, vous allez dégager avec moi quelques adjectifs à partir du texte, bien sûr, des noms, des verbes et des comparaisons qui vont caractériser l'idée de la mort. Voilà. Alors, vous allez, s'il vous plaît, prendre avec moi, dans l'édition que vous avez, peu importe, vous allez prendre avec moi le chapitre numéro 1 et nous allons commencer notre analyse. Bien sûr, je préfère d'aborder le chapitre par fragments. Donc chaque fragment va constituer pour nous une approche quelconque par rapport au chapitre. Par la suite, quand on aura terminé d'étudier tous les fragments, en dégageant les figures de style, en interrogeant le texte, en dégageant les idées essentielles, nous allons terminer par remplir les axes que vous voyez, et puis en fin de compte par une synthèse générale. Voilà, allons-y. Je vais vous lire le premier paragraphe. Ça commence d'abord, avant de commencer, par bicêtre. Alors bicêtre, c'est l'indication de temps qui nous montre que le condamné à mort est dans son premier lieu de séjour, qui est la prison de Bicêtre. Alors, il commence par quoi justement? Par condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, du coup, la première phrase qui attire l'attention, c'est cette phrase exclamative dans laquelle il y a condamné à mort. Alors, à votre avis, quel est le verbe? Ça, c'est une phrase nominale, bien sûr, mais il y a un verbe qui a été omis ou coupé à partir de la phrase. Donc, quand il dit le condamné lui-même, quand il dit condamné à mort, il est en train de dire implicitement « je suis condamné à mort ». Donc, on peut dire que ça, c'est l'idée principale qui va figurer tout au long de l'analyse de notre chapitre. Voilà. Alors, après l'indication de lieu, il y a une indication de temps. Voilà 5 semaines. Alors, cette indication de temps, ça nous rappelle quelque chose que nous avions dit, bien sûr, dans l'approche globale qu'on avait déjà faite dans le module, pardon, pas dans le module, mais dans la leçon où nous avions fait l'introduction à l'œuvre. Alors, quand il dit « voilà 5 semaines », ça veut dire qu'il est maintenant dans la 6e semaine, et on avait dit que 6 semaines, c'est l'instant, on va dire c'est la durée qui sépare le moment de la condamnation au moment de l'exécution. Maintenant, le condamné à mort, on comprend d'après cette indication qu'il a passé 5 semaines et qu'il est maintenant dans la 6e semaine avant le moment de l'exécution. Alors, il dit « voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Virgule, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence,
toujours courbé sous son poids. Alors, il habite avec elle. Là, c'est la première allégorie qu'on retrouve dans ce chapitre. Alors, quand il dit « j'habite avec elle », c'est une personnification de l'idée de la mort, parce que elle, ça nous fait penser à une personne, mais là, il est bel et bien en train de parler de l'idée de la mort. J'habite avec elle, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, le fait de répéter le mot « toujours », ça vous fait penser à quelle figure? Ok, je crois que vous avez pensé à l'anaphore, très bien, parce que c'est un mot qui est répété au début de chaque phrase, au début de chaque expression. Alors justement, quand il dit toujours, 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 l'anaphore, c'est une figure d'insistance. Alors pourquoi il insiste sur le mot toujours? Parce que c'est une idée qui ne le quitte pas, qui ne le quitte jamais. Alors à chaque moment, à chaque instant de son séjour à la prison de Bicêtre, il était en train de penser à cette idée de la mort. Donc, elle habite avec lui dans la même cellule, donc il ne peut pas se débarrasser de cette idée. Très bien. Donc, dès le début, vous voyez que ça annonce l'obsession du condamné à mort par l'idée de la mort. Deuxième chose. Maintenant, il y a une autre indication de temps où il y a autrefois. Et là, vous allez bien remarquer avec moi que les verbes vont être conjugués au passé, au lieu d'être conjugués au présent. Alors, autrefois, là, le narrateur va nous parler de son passé libre, avant l'emprisonnement, avant la condamnation, bien sûr. Alors, je vais vous lire rapidement le passage. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Alors, autrefois, ça veut dire il y a quelques semaines avant la condamnation. Mais lui, il se rappelle vraiment de son passé lointain. Il me semble qu'il y a des années. J'étais un homme comme un autre homme. Vous allez me dire, comment ça, un homme comme un autre homme? Oui, maintenant, il n'est pas comme un autre homme. Maintenant, il est un homme condamné à la peine de mort. Autrefois, oui, il était comme tout le monde. Comme un autre homme ordinaire qui vit sa vie au jour le jour, qui n'a aucune idée qui le hante, qui n'a aucune idée par laquelle il est obsédé. Donc, autrefois, il était un homme comme un autre homme, mais maintenant, ce n'est plus le cas, il est un homme condamné à la peine de mort. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, mon esprit, jeune et riche. D'ailleurs, quand il dit chaque jour, chaque heure, chaque minute, peut-être que vous avez reconnu la figure. Très bien, oui. Donc c'est la gradation. Et là, il s'agit d'une gradation décroissante. Parce que jour, c'est beaucoup plus long que heure, encore que minute. Donc c'est un degré décroissant. Alors cette gradation, quelle est? Parce que s'il vous plaît, ça c'est un conseil que je vous donne même pour les examens. À chaque fois qu'on relève une figure, il faut en parallèle relever son effet de sens, c'est-à-dire à quoi sert la figure dans l'extrait et à quoi elle nous aide à dégager l'idée principale dans l'extrait. Alors quand il dit chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, ça veut dire à chaque instant, lorsqu'il était libre dans son passé, à chaque moment il avait une idée différente, une idée de faire n'importe quelle chose. Maintenant non, maintenant chaque heure, chaque jour, chaque heure, chaque minute a la même idée, c'est toujours l'idée de la mort. Vous voyez la différence? Très bien. Alors après, mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin. Brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides jeunes filles, chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Alors, il énumère beaucoup de choses. Il énumère des batailles gagnées, des jeunes filles, des splendides jeunes filles, des soirées, des sorties pendant la nuit. Mon esprit était plein de fantaisie. Donc, je pouvais penser à ce que je voulais. Il était un homme libre. Un homme libre, c'est un homme libre d'abord de corps, physiquement, et libre en même temps d'esprit. C'est-à-dire, même son esprit était libre de penser à ce qu'il veut. Pourquoi? Il explique quand il dit « je pensais à ce que je voulais », virgule, j'étais libre. C'est comme s'il y avait ici l'indicateur ou
Le coordinateur logique, car. Je pensais à ce que je voulais, pourquoi? Car j'étais libre, tout simplement. Maintenant, est-ce que le condamné à mort a le pouvoir de penser à ce qu'il veut? Bien sûr que non. Maintenant, il ne peut pas penser à ce qu'il veut. Maintenant, il ne pense qu'à une seule idée, c'est l'idée de la mort. Il est hanté par cette idée, parce qu'il est quoi? Parce qu'il est emprisonné. À la fois, un emprisonnement physique, il est incarcéré dans la cellule à Bicêtre, et en même temps, il est emprisonné moralement. Donc, l'emprisonnement est double. Et ce double emprisonnement fait que le narrateur n'a pas le pouvoir de penser à ce qu'il veut, comme dans le passé, mais il pense seulement à une seule idée qui est l'idée de la mort. Très bien. Maintenant, on passe à la suite. Voilà, donc toujours dans la comparaison entre le passé libre du condamné à mort et le présent captif, regardez là, vous allez remarquer avec moi qu'il existe beaucoup d'antithèses. Alors, on a terminé le paragraphe précédent par dire « j'étais libre ». Maintenant, regardez, il dit « maintenant, je suis captif ». Mon corps est en fer, dans ce cachot. Alors, voilà la captivité physique. Mon corps, il est emprisonné dans le cachot, dans la cellule. Mon esprit est en prison dans une idée. Alors, ce n'est pas seulement le corps qui est emprisonné, mais en même temps l'esprit. L'esprit, il est emprisonné dans cette idée. C'est l'idée de la mort, toujours. Alors, comment il est cette idée? Regardez ce qu'il dit. Une horrible, virgule, une sanglante, virgule, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, virgule, qu'une conviction, virgule, qu'une certitude. C'est quoi? Condamné à mort. Donc, il y a double gradation ici, deux gradations croissantes, une horrible, une sanglante, une implacable, et je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Ça veut dire que le narrateur est, en plus de l'emprisonnement physique, il est emprisonné moralement, et ça c'est encore pire que l'emprisonnement physique, car une personne normale, un homme comme un autre homme, est libre de penser à ce qu'il veut. Par contre, le condamné à mort n'est pas libre de penser à ce qu'il veut, il est toujours obsédé par l'idée de la mort. Donc là, notez avec moi les deux gradations, bien sûr, et puis cette comparaison qu'il est en train de faire entre emprisonnement physique et emprisonnement moral, qui est encore pire, et ça c'est parmi les objectifs de Victor Hugo à travers l'écriture de ce roman, c'est de nous faire savoir à quel point un condamné à mort souffre psychologiquement en attendant la mort, encore plus qu'il ne souffre physiquement à l'instant de l'exécution. Donc vous voyez avec moi que là, vraiment, si vous vous mettez vous-même à la place du condamné à mort, on vous dit, voilà, dans 6 semaines, vous allez être exécuté. Imaginez comment vous allez vivre ces 6 semaines, psychologiquement parlant, bien sûr. On continue, bien sûr, la dernière partie, ou l'avant-dernière. Maintenant, toujours, le narrateur, il est en train de parler à lui-même, il est tout seul dans la cellule à Bicêtre. Il parle encore de sa souffrance psychologique. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Elle, c'est toujours l'idée de la mort, n'est-ce pas? Cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse. Donc, il dit que la pensée à la mort, la pensée à l'idée de la mort, est une pensée infernale, une pensée de l'enfer. Et dans le mot infernal, vraiment, on peut dire que c'est une hyperbole, il y a de l'exagération. Mais en fin de compte, suivant la situation douloureuse que vit le condamné à mort, il ne s'agit pas vraiment d'une exagération parce que vraiment, il est en train de vivre l'enfer. Cet enfer en attendant la mort, en attendant l'instant de l'exécution. Elle est comme un spectre de plomb. Peut-être vous avez compris la figure parce qu'il y a l'outil comme. Très bien, il s'agit d'une comparaison. Alors l'idée de la mort, elle est représentée comme un spectre. Un spectre, ça veut dire un fantôme. Alors imaginez le condamné, il est tout seul dans la cellule. C'est comme si cette idée de la mort est comme un fantôme qui est en train de rôder autour de lui. Donc elle est là, elle est présente à côté de lui tout le temps. Deuxième chose, à mes côtés, seule et jalouse. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris cette figure? Bon, il y a une figure quand même ici. Seule et jalouse. On peut dire que d'une manière implicite, très bien, il s'agit d'une antithèse. Vous savez pourquoi? Normalement, la jalousie, c'est une caractéristique féminine, n'est-ce pas? Alors, une femme est jalouse, par définition. Mais la femme, quand est-ce qu'elle est jalouse? Elle est jalouse quand il existe d'autres femmes à côté, n'est-ce pas? Mais l'idée de la mort,
elle est jalouse, même si elle est toute seule. Alors c'est ça ce qui est contradictoire. Vous voyez? Donc elle ne peut pas être jalouse, étant donné qu'elle est déjà toute seule. Bon, jalouse de qui? Vous voyez? Donc là, il y a encore l'antithèse qui montre à quel point cette idée obsède le narrateur. Alors, elle est seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable. Alors, quand il dit misérable, c'est-à-dire lui-même, moi qui suis misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête. Alors, elle est toujours là, face à face avec moi, misérable, me secouant de ses deux mains. Alors là, quand il dit seul, jalouse, face à face avec moi, me secouant des deux mains, alors là, c'est quelle figure? Ok, bon, je vois peut-être que vous avez reconnu la figure. C'est la figure qui consiste à personnifier une idée abstraite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Seul, jalouse, face à face avec moi, me secouant, on a donné ces caractéristiques personnelles à quoi? À une idée abstraite. L'idée abstraite, c'est l'idée de la mort. Donc, quand on personnifie une idée abstraite, c'est la figure de, très bien, l'allégorie. Voilà. Alors ensuite, elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Donc, il essaie de la fuir, mais en vain. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Virgule, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. Point virgule, m'obsède éveillé et pille mon sommeil convulsif. Alors, l'idée de la mort, elle est toujours là, sous différentes formes, mais elle est toujours la même, toujours l'idée de la mort. Et puis, elle se mêle comme un refrain. Là encore, c'est une comparaison. Vous connaissez le refrain? Le refrain, c'est la phrase qui se répète dans une chanson. Alors, l'idée de la mort, à chaque fois qu'il parle, même peut-être à lui-même ou lorsqu'il parle à un geôlier ou à un guichetier, il y a toujours cette idée de la mort qui se mêle à toutes les paroles qu'on lui adresse, comme un refrain d'une chanson. Donc, elle est toujours là en permanence. La suite, m'obsède, éveillé et épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Alors, sous la forme de, il s'agit encore une fois d'une comparaison. Donc finalement, vous voyez que le narrateur, il veut fuir cette idée à n'importe quel prix. Alors nous, quand nous-mêmes nous avons une idée peut-être désagréable, dramatique, douloureuse ou autre, on préfère dormir, n'est-ce pas? Si on dort, on peut oublier. Mais malheureusement, notre narrateur, même au moment du sommeil, il ne peut pas oublier l'idée de la mort. Alors elle est là lorsqu'il est éveillé. Et même lorsqu'il dort, elle est là encore sous une forme hideuse dans ses rêves. Donc elle se transforme en un cauchemar, comme un couteau, dans les rêves que fait le narrateur pendant son sommeil. Voilà. Alors la suite, je viens de m'éveiller. Maintenant, une fois cette idée réapparaît dans son rêve comme un cauchemar, il s'éveille en sursaut, parce qu'il a vu un cauchemar, bien sûr. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant, ah, ce n'est qu'un rêve. Alors là, vous allez comprendre avec moi, quand tu fais un cauchemar et tu te réveilles, alors tu réalises que tout ce que tu as vu, c'est pas vrai, bien sûr. Alors tu es content, tu es heureux, tu es tranquille. Mais le condamné à mort, il voit l'idée de la mort dans le rêve, et quand il se réveille pour dire « Ah, ce n'est qu'un rêve », pour être soulagé, là il voit le contraire, il voit que l'idée de la mort, elle est encore présente dans la réalité. Donc vous voyez une souffrance, c'est une souffrance en permanence, que ce soit dans le sommeil ou dans l'éveil. Voilà, lorsque en me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve », eh bien, avant même que mes yeux lourds aient le temps de s'entrouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile. Donc, il la voit dans la trame grossière de ses vêtements, il la voit dans la dalle mouillée de son cachot. Elle est là partout autour de lui. Et puis, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, de la porte du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Alors, il a dit une voix qui murmure dans son oreille, condamné à mort. Alors, une fois, il se réveille pour dire,
voilà, c'est bien. Alors, ce n'était qu'un cauchemar. Il veut vraiment se débarrasser de ces idées de la mort. Il se dit, non, elle est là encore dans la réalité. Et il a l'impression qu'il y a une petite voix qui murmure à son oreille en disant « condamné à mort ». Donc, toujours, il y a quelque chose qui lui rappelle qu'il est condamné à mort, d'où l'obsession par cette idée de la mort. Bien maintenant, mes chers élèves, on va essayer de relever les axes qu'on avait déjà mis en place au tableau à travers cette lecture et cette analyse qu'on a faite au chapitre. Maintenant, qui parle? Alors, vous avez tous la réponse, c'est le condamné, bien sûr. Alors, c'est le condamné à mort. À qui il parle? Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il s'adresse à lui-même, très bien. Alors, il parle à lui-même car nous sommes devant un monologue antérieur. Rappelez-vous bien, j'avais déjà dit dans l'introduction à l'œuvre que parmi les caractéristiques du monologue intérieur, c'est qu'il y a la première personne je, il y a un discours adressé à soi-même et il y a la profondeur psychologique et les sentiments du narrateur qui sont mis en valeur. Ou à sa cellule, voilà, à sa cellule, à Bicêtre. Donc, dans la prison de Bicêtre, si on veut dire, on veut prendre en considération la première phrase par laquelle on a commencé le chapitre, voilà 5 semaines, on va dire à la veille de son exécution parce qu'il est vraiment à la dernière semaine, peut-être les derniers moments de sa vie. Donc, quand à la veille de son exécution. Alors, de quoi, à votre avis, il parle de son état d'âme? Alors, dans le monologue intérieur, je viens de vous dire que le personnage est principalement en train de présenter ses sentiments les plus profonds, ses sentiments les plus intimes. Alors, de quoi il parle? Alors, d'une idée qui l'obsède. C'est l'idée de la mort. Voilà. Dans quel but? Bien sûr, le but du condamné à mort, c'est le même que celui de Victor Hugo. Alors, quel est le but de Victor Hugo à travers cette présentation de cette souffrance psychologique du condamné à mort? Voilà, donc le but, c'est nous amener à compatir, à sentir la souffrance du condamné à mort, afin de pousser à croire, comme l'auteur du texte, qu'il faut abolir la peine de mort. Donc on va dire dans quel but? Dans le but de compatir avec le condamné. Compatir, ça vient de la compassion, c'est-à-dire partager les mêmes sentiments avec lui, dans le but de compatir avec le condamné et de croire qu'il faut abolir la peine de mort. Voilà. Maintenant, on relève les indices de temps. Il y a 5 semaines. Il y a autrefois et maintenant, donc la comparaison entre le passé libre et le présent captif. Donc autrefois et maintenant. Peut-être autre chose dans le texte. Voilà, des semaines, etc. Bon, etc. Les indices de lieu, on a le cachot, ce cachot, et nous avons Bicêtre. Très bien. Alors, on passe maintenant à la comparaison. Je vous invite à ouvrir le chapitre pour pouvoir interagir et remplir avec moi
toutes les informations. Alors, dans le texte, vous voyez avec moi qu'il a fait la comparaison entre le passé libre et le présent captif. Donc, le passé représente pour le condamné à mort la liberté. Alors, on va relever une phrase quand il a dit « j'étais ». Très bien, il a dit « j'étais libre ». Et puis, par opposition à maintenant, la captivité, il a dit maintenant « je suis ». Alors, liberté, on a ici captivité. Captivité, il a dit maintenant, je suis captif. Très bien, autre chose, autrefois, j'étais un homme comme un autre homme. Donc, on relève cette phrase. Un homme comme un autre homme. Et puis, de l'autre côté, mon esprit est en prison. Mon esprit est en prison. Et mon corps est offert. Alors là, il est en train de parler de l'emprisonnement moral et de l'emprisonnement physique. Troisième chose, plein de fantaisie. Autrefois, bien sûr, son esprit était plein de fantaisie. Voilà, plein de fantaisie, ça veut dire qu'il y avait un épanouissement au niveau de son esprit. Par opposition, ici, maintenant, dans la captivité, je n'ai qu'une seule pensée. Donc, c'est la pensée de la mort. Il ne peut pas penser à autre chose. Il a dit ici, je n'ai qu'une seule pensée. Très bien. Alors, on termine par l'acte 3. C'est l'acte de l'obsession par l'idée de la mort. Et c'est dans cet acte qu'on va essayer d'insister beaucoup plus sur la personnification de l'idée de la mort. Parce que comme vous l'aviez vu avec moi dans l'analyse, l'extrait est plein d'allégories. Donc la figure de l'allégorie, avec la gradation bien sûr, sont les deux figures les plus dominantes. Alors, pour les adjectifs, si on veut voir le texte, il y a horrible, toujours l'idée de la mort bien sûr. Elle est horrible, elle est sanglante. Sanglante, ça vient du sang. Elle est implacable. Encore, infernale. Infernale. Encore, jalouse. Fatale, etc. Donc ça, ce sont les adjectifs par lesquels le condamné à mort lui-même a caractérisé cette idée de la mort. Pour les noms, on a idée, c'est l'idée de la mort et la pensée de la mort. Alors les verbes, il a employé plusieurs d'ailleurs. Chassant, vous vous rappelez lorsqu'il a dit chassant toute distraction, il a dit me secouant de ses deux mains, chassant, secouant. Après, il a employé se glisse, se mêle, se colle à moi, se glisse, se mêle. Alors quand il a dit se mêle à toutes les paroles qu'on m'adresse, comme un refrain d'une chanson, etc. Se colle à moi. Et puis, surtout, le verbe le plus important, m'obsède. Voilà, m'obsède. Donc l'obsession, c'est l'idée principale. Alors pourquoi elle l'obsède? Il ne peut pas penser à autre chose. Donc
m'obsède, c'est qu'elle s'imprègne de moi. Donc, elle est là toujours avec moi et mon esprit est captif à l'intérieur de cette idée. Pour les comparaisons, je crois que vous avez remarqué avec moi lorsqu'il a dit « elle est là comme un spectre de plomb ». Très bien. Alors, l'idée de la mort, elle est comme un spectre, et j'ai dit que spectre, c'est un fantôme, un spectre de plomb, à mes yeux. Voilà. Deuxième comparaison, oui, elle est là comme un refrain. Comme un refrain à toutes les paroles qu'on m'adresse. Et puis la dernière comparaison, quand il a dit, lorsque l'idée réapparaît dans ses rêves, dans ses cauchemars, il a dit « sous la forme d'un couteau ». Sous la forme d'un couteau. Bien, alors là vous voyez avec moi les trois axes principaux, l'énonciation, le passé libre et le présent actif, le présent captif. L'axe 3, c'est l'obsession par l'idée de la mort, et c'est là où nous avions dégagé les figures de l'allégorie et puis la personnification de l'idée de la mort. Bien, maintenant, on arrive au moment de la synthèse. Bien, chers élèves, nous arrivons maintenant au moment de la synthèse pour relier les trois axes l'un avec l'autre et puis pour en faire, bien sûr, la synthèse globale de notre chapitre. Premièrement, vous avez remarqué avec moi que ce chapitre correspond manifestement à l'incipit. Pourquoi il correspond à l'incipit de ce roman, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, publié en 1829? Car il remplit parfaitement sa fonction d'exposition. Pourquoi il remplit sa fonction d'exposition? Il nous a présenté le cadre spatio-temporel il y a 5 semaines. Le lieu, c'est Bicêtre, c'est la cellule. Et puis, il nous a présenté en fin de compte le personnage principal avec sa profondeur psychologique. Donc, ça, ce sont les informations les plus importantes qu'on doit retrouver obligatoirement dans l'incipit de n'importe quel roman. Alors, comme je l'ai dit, si ce premier chapitre remplit bien sa fonction d'exposition, nous présentons un condamné à mort, personnage principal, qui attend son exécution dans sa cellule à Bicêtre. Et bien sûr, vous remarquez avec moi que Victor Hugo, la visée de l'écriture de ce roman, ce n'est pas vraiment critiquer la peine de mort en tant qu'acte judiciaire injuste, mais en même temps de critiquer le fait de condamner quelqu'un qui va attendre l'instant de la mort et cette souffrance psychologique qui accompagne cette attente infernale. Alors, afin de nous faire quoi? Il nous a présenté un condamné à mort qui attend le moment de l'exécution, afin de nous faire partager avec lui ses sentiments les plus intimes en évoquant le passé libre, comme vous le remarquez, en évoquant son passé et ses souvenirs et en exprimant une angoisse, ça c'est l'idée de l'obsession, son angoisse face à une mort inéluctablement atroce. Donc le fait d'ailleurs de nous faire vivre avec lui sa profondeur psychologique, ces sentiments vraiment douloureux dans l'attente de la mort, c'est pour bien sûr partager avec nous les lecteurs l'angoisse de quelqu'un qui attend une mort inévitablement atroce. Et puis, ceci, bien sûr, ça c'est l'idée globale qu'il faut retenir. Ceci, c'est pour des raisons qui soutiennent la visée de l'écriture du roman. Donc, si je vous pose cette question, quelle est la visée de l'écriture du roman? Qui, bien sûr, constitue l'objectif principal de nous présenter cette situation psychologique du condamné à mort. Donc, la visée, c'est quoi? Très bien. La visée, c'est de nous convaincre, tout lecteur du roman de la nécessité d'abolir la peine de mort. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit avant que Victor Hugo ne cherche pas à nous entraîner dans un débat est-ce qu'on est pour ou contre la peine de mort, mais il cherche plutôt à nous convaincre par tous les moyens possibles qu'il faut abolir la peine de mort de tout système judiciaire. Alors sur ce, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve plus tard. J'espère que ça vous a apporté un plus et à bientôt.